Bien, après l'introduction générale concernant le régime politique marocain, et après une lecture sur l'historique ou l'évolution historique des constitutions marocaines. Comme on a dit, il y avait un projet de loi daté de 1908 et après la première constitution 1962, c'était une constitution octroyée, deuxième 1970, qui n'a pas duré longtemps. 1972, on dit que c'est une constitution de stabilité parce qu'elle a duré 20 ans. 1992, c'est la création du Conseil constitutionnel. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est bien sûr le retour au droit, à l'état du droit au Maroc. 1992, bien sûr, c'était le retour au bicaméralisme. 2011, bien sûr, une nouvelle constitution. Et cette constitution qui est encore en vigueur, et on va étudier cette constitution-là, on va étudier les institutions politiques à la lumière de cette constitution-là. Comme avec tous les régimes politiques qu'on a étudiés auparavant, on a le premier titre concernant le pouvoir exécutif. Comment il est le pouvoir exécutif au Maroc? Le pouvoir exécutif au Maroc, il est bicéphale. Quand je dis bicéphale, ça veut dire qu'il est constitué de deux têtes. On a le roi et on a un chef du gouvernement. Avant, on appelait le chef du gouvernement, l'appellation, la nomination, on l'appelait le Premier ministre. Mais avec cette constitution, la dernière de 2011, la nomination, bien sûr, a été changée. Et on va se poser, bien sûr, la question pourquoi il y avait un changement. Commençons par l'institution royale ou la monarchie. Le roi. Vous savez qu'au Maroc, le roi arrive au pouvoir d'une façon héréditaire. C'est toujours du père en fils. La question qui se pose, est-ce que c'est un roi qui règne seulement, comme en Angleterre? Si vous vous rappelez, on a dit que la reine Elisabeth, il règne, mais il ne gouverne pas. On va se poser la question, le roi du Maroc, est-ce qu'il règne et gouverne, ou seulement il règne? Bien sûr, la réponse, il est simple et claire. Au Maroc, le roi règne et gouverne en même temps. Ça veut dire qu'il fait les deux. Le verbe régner, règne et gouverne. Et quand je dis règne et gouverne, ça veut dire qu'il a des attributions. Qu'il a des attributions réelles et qu'il joue un rôle réel. Dans le domaine, bien sûr, dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine spirituel, religieux, il a un rôle ici, dans le religieux, voilà, dans le domaine militaire et sécuritaire. Pour revenir aux attributions du roi, il suffit bien sûr d'aller aux deux articles. Le premier article, c'est l'article 41 et l'article 42. Vous allez aux articles de la Constitution, je dis toujours, il y a deux articles où on trouve tous les pouvoirs du roi. 41 et 42 de la Constitution actuelle. Articles 41 et 42. Bien, quand on parle des attributions du roi, il faut faire la différence des attributions du roi en temps normal et durant l'état d'exception. Qu'est-ce que ça veut dire l'état d'exception? D'ailleurs, vous allez trouver qu'est-ce que ça veut dire l'état d'exception et les pouvoirs royaux durant l'état d'exception dans l'article 59, voilà. 59 de la Constitution. L'état d'exception, ça veut dire si l'intégrité du territoire est menacée, s'il y a des mesures, des choses qui peuvent entraver le déroulement normal des institutions. À ce moment-là, le roi peut intervenir et on lui donne d'autres pouvoirs, plus les pouvoirs en temps normal, et là d'autres pouvoirs durant l'état d'exception, et comme ça, mais ça reste toujours dans le domaine, que ça reste dans le domaine religieux, militaire et sécuritaire.
L'état d'exception, bien sûr, il est organisé par l'article 59, à ne pas oublier. L'article 59 qui stipule qu'est-ce que c'est que l'état d'exception et quels sont, bien sûr, les pouvoirs royaux. Bien. Là, si je vais citer toutes les attributions du roi, elles sont vraiment illimitées. Que ce soit dans le domaine dans le domaine exécutif, dans le domaine législatif, dans le domaine judiciaire, dans le domaine religieux, dans le domaine sécuritaire et aussi dans le domaine de la militaire. Tout ça, il appartient au roi. Et est-ce qu'il l'exerce réellement? Oui, il l'exerce réellement. D'ailleurs, il suffit par exemple de savoir que c'est lui qui préside la première séance parlementaire. Et la première séance parlementaire, parce qu'il y a 2 séances, et c'est lui qui préside l'ouverture du Parlement, des séances parlementaires. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Faites attention, il y a une erreur. Là, c'est entre parenthèses, une erreur dans Frappe, bien sûr, dans le bouquin, dans l'ouvrage, et c'est la page 207, où c'est mentionné le roi préside le Conseil des ministres. Et c'est le chef du gouvernement qui préside le Conseil du gouvernement. C'est facile, gouvernement, le roi, il préside le Conseil des ministres. Bien. Alors, quand je dis que c'est lui qui préside le Conseil des ministres, ça veut dire les grandes décisions sont prises au moment de ce Conseil-là. Bien sûr aussi, dans le domaine législatif, il a l'initiative des lois par les daïrs. Il a le droit aussi d'utiliser ce qu'on appelle le veto. Le veto, quand il demande une deuxième lecture des propositions ou des projets des lois. Bien. Si c'est le roi qui fait tout ça, qu'est-ce qu'il fait le chef du gouvernement? Apparemment, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'il a un rôle réel? Comme je vous ai dit, c'est qu'avant, on l'appelait le Premier ministre. Mais maintenant, avec, bien sûr, la nouvelle constitution, on l'appelle le chef du gouvernement. Quand je dis un chef et un gouvernement, ça veut dire déjà, on est devant un gouvernement collégial solitaire. Le chef du gouvernement, comment il arrive au pouvoir? Bien sûr, comme tous les pays dans le régime politique et parlementaire, le chef du gouvernement arrive au pouvoir suite aux élections, et c'est le parti majoritaire arrivant au pouvoir en tête, c'est le chef de ce parti-là qui devient chef du gouvernement. Une fois il arrive au pouvoir, il va présenter une liste des ministres avec qui il va travailler. Faites attention. Au Maroc, il y a ce qu'on appelle les ministères de la souveraineté. Ça veut dire que ce n'est pas le chef du gouvernement qui propose. Non, c'est le roi bien sûr, qui nomme directement les ministres dans ces ministères de souveraineté. Premièrement, on a le ministre de l'Intérieur. Il est nommé directement par le roi. Deuxième, c'est le ministre des Affaires étrangères. Troisièmement, un ministre de la Justice. Et quatrièmement, le ministre directement des Affaires islamiques. Les 4. Intérieur, Affaires étrangères, Justice et Affaires islamiques. Ce sont les ministères de la souveraineté. Le reste, c'est le chef du gouvernement qui propose. Quand je dis propose, ça veut dire le roi a le droit d'accepter, comme il a le droit de nommer un autre. Ça veut dire ne pas accepter les propositions du chef du gouvernement. Bien. Qu'est-ce qu'il fait le chef du gouvernement et son gouvernement? Bien sûr, ils ont le côté exécutif, le côté administratif. Administratif, ça veut dire c'est eux qui administrent, c'est eux qui gèrent, mais c'est toujours, bien sûr, sous la surveillance du roi.
Le chef du gouvernement a le droit aussi de présider le conseil du gouvernement, et c'est là aussi, il y a bien sûr ce qu'on appelle un ordre de jour qu'il faut respecter, et surtout par exemple concernant les facultés, c'est le chef du gouvernement qui nomme le doyen de l'université. Vous voyez, ce sont parmi les attributions données au chef du gouvernement et à son gouvernement. Mais concernant par exemple le wali du Banque du Maghreb, on le propose au sein du conseil du ministre. Conseil du ministre qui est présidé par le roi. Vous voyez, c'est la nomination des hautes fonctions, mais on voit que c'est selon les domaines et l'importance surtout de domaines. Bien. Le chef du gouvernement, il est responsable devant le roi et devant le Parlement. Ça veut dire qu'il a une double responsabilité devant le roi et devant le Parlement. Le roi a le droit de nommer les ministres et il a aussi le droit de les destituer ou de les révoquer. Bien, ça c'est le pouvoir exécutif. Bien sûr, après le pouvoir exécutif, on va parler du pouvoir législatif. Comment il est le pouvoir législatif au Maroc? Le pouvoir législatif au Maroc, il est bicaméral. Ça veut dire on a la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. La Chambre des représentants, les députés, arrivent au pouvoir suite au suffrage universel direct. Ça veut dire qu'ils sont désignés directement par la population. Le nombre, c'est 325, je crois. Oui, 325 députés, et ils ont un mandat de 5 ans. La Chambre des représentants, l'autre chambre, c'est la Chambre haute. On l'appelle aussi la Chambre haute ou la Chambre des conseillers. Elles arrivent au pouvoir suite au suffrage universel indirect. Ça veut dire qu'elles représentent les régions, les chambres professionnelles, les syndicats, etc. C'est ça ce qu'on appelle le suffrage universel indirect. Ça veut dire qu'ils ne sont pas désignés directement par la population. L'essentiel pour nous, qu'est-ce qu'il fait les deux chambres au Maroc? Est-ce qu'ils ont une relation avec le gouvernement? Quelles sont les attributions du Parlement au Maroc? Le Parlement au Maroc, bien sûr, je vais effacer ça pour parler des attributions au deuxième pouvoir au Maroc, c'est quelles sont les attributions du pouvoir législatif. On a dit qu'il est bicaméral, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, CCN. Bien, qu'est-ce qu'il fait les deux chambres? Si on prend par exemple la première chambre, la Chambre des représentants, il a le droit, il a le pouvoir traditionnel, ça veut dire légiférer, n'est-ce pas? Et on a dit que ce verbe-là peut être remplacé par d'autres verbes, légiférer, voter, édicter, élaborer, tout ça, ça rentre dans le domaine du pouvoir de la Chambre des représentants. Il a le droit aussi d'adopter annuellement ce qu'on appelle le budget annuel ou la loi de finances. Et il a le droit aussi de contrôler, c'est ça ce qui nous intéresse, contrôler le gouvernement. Bien. Quand je parle du contrôle du gouvernement, ça veut dire qu'il existe une séparation souple entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et ça rentre parmi les critères du régime parlementaire. Quels sont les moyens qui sont entre les mains du pouvoir législatif pour contrôler l'exécutif? Et quand je dis l'exécutif, est-ce que y compris le roi? Non. Ici au Maroc, les députés peuvent contrôler seulement le chef du gouvernement et le gouvernement. Le roi ne peut pas être contrôlé. Le roi ne peut pas être critiqué. D'ailleurs, c'est dit dans la Constitution que la personne du roi, il est bien sûr, il est protégé. Il n'est pas sacré parce qu'on a remplacé ce mot sacré-là
par un autre mot, ça veut dire qu'il est, qu'on lui est dû du respect. Et on a enlevé, c'est ça le mot, enlevé le mot de sacralité. Bien, quels sont les moyens qui sont entre les mains du gouvernement, du Parlement pour contrôler le gouvernement? Bien sûr, il y a plusieurs moyens et on va évoquer ces moyens-là qui se trouvent d'ailleurs dans la Constitution. Il suffit de faire d'aller dans la Constitution et vous allez voir la liste des moyens de contrôle réciproque.